Le téléphone sonne. 01 45 24 7000. franceinter.fr. Bonsoir, le poids des ondes, le choc des antennes, c'est notre sujet de ce soir au téléphone sonne, à l'occasion du lancement de la première étude clinique nationale sur l'hypersensibilité aux champs électromagnétiques. Ces troubles toucheraient entre 1,5 et 2% de la population, provoquant parfois, nous allons bien sûr en parler, des effets tels que les personnes concernées sont contraintes de changer du tout au tout, pour certaines leur environnement, leur lieu d'habitation, de travail, parfois leur mode de vie. Reste bien sûr à mieux connaître l'origine de ces intolérances, car si pratiquement plus personne ne conteste qu'elles existent, que la souffrance provoquée peut être réelle, leur provenance, en revanche, est toujours discutée. S'agit-il, comme l'affirment les victimes, regroupées la plupart du temps en association, des ondes émises, par exemple, par les téléphones mobiles, leurs antennes relais, ou encore les lignes haute tension, ou bien faut-il rechercher ailleurs l'origine de ces symptômes, ailleurs et le cas échéant chez les personnes elles-mêmes, dès lors qu'aucun lien de causalité n'aurait été établi? D'où l'intérêt donc de cette étude clinique lancée par l'AP-HP, Assistance publique hôpitaux de Paris, en collaboration avec l'INERIS et l'ANSES, l'INERIS étant l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, et l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Avec nous ce soir, et je leur remercie pour leur présence en direct, Dominique Gombert, directeur de l'évaluation des risques à l'ANSES, que je citais, le professeur André Oringo, chef du service de médecine nucléaire à la Pitié-Salpêtrière, membre de l'Académie de médecine, Janine Le Calvez, présidente de Priartem, c'est une association pour une réglementation de l'implantation des antennes relais de téléphonie mobile, et enfin Sophie Pelletier du collectif des électrosensibles de France. Le téléphone sonne. Isabelle, vous êtes à Lille, bonsoir et bienvenue, nous allons commencer avec vous. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je voudrais savoir si nous connaissons la prévalence de l'électrosensibilité en France et si l'on avait des chiffres exacts sur le nombre de cas en France. Et si nous ne les avons pas, est-ce que d'autres pays ont fait des études de prévalence sur l'électrosensibilité? Voulez-vous commencer, Dominique Gombert? On peut commencer, effectivement. Je pense qu'aujourd'hui, on ne sait pas définir de façon extrêmement précise le nombre de cas qui seraient potentiellement concernés par cette problématique. On a un certain nombre de chiffres qui peuvent servir de référence, qui proviennent de l'étranger. Je pense au Royaume-Uni, je pense à un certain nombre de pays scandinaves, je pense à l'Autriche. On identifie donc aux alentours de 1 à 2, quelques pourcents, le nombre de cas donc, qui pourraient être concernés dans la population de ces pays, avec peut-être une augmentation de ces pourcentages concernés dans les différents pays étudiés. Un ordre de grandeur qui vous convient, Sophie Pelletier? Bien écoutez, le problème c'est qu'on ne sait pas parce qu'on n'a pas d'études justement et on souhaiterait que le problème soit étudié en termes de prévalence et jusqu'à présent ça n'a pas été le cas. Nous ce qu'on peut constater c'est qu'on a environ sur notre site internet plusieurs centaines de personnes qui sont manifestées avec de très gros problèmes de handicap, mais on a également, et de plus en plus, des gens qui se signalent en ayant des soucis, donc avec des utilisations notamment d'appareils sans fil. On va en parler parce que précisément on commence, il faut bien expliquer de quoi il s'agit. Fabien Colmar, c'est une question Internet. Existe-t-il une définition médicale de l'électrosensibilité? En d'autres termes, est-ce reconnu comme un trouble, voire une maladie? Que peut-on dire là-dessus? Peut-être professeur André Oringo? Je ne pense pas qu'il y ait de définition consensuelle de ce qu'est l'électro-hypersensibilité. Que ce soit une maladie, pour moi c'est évident, parce que pour moi une maladie c'est tout ce qui s'écarte de la santé telle que l'a définie l'OMS dans toutes ses composantes, et je crois que là on est dans ce cadre-là. Ensuite, est-ce qu'il y a une définition précise? En réalité non, pour une raison simple, c'est que on a affaire à des symptômes qui sont extrêmement variés dans leur nature et dans leur gravité.
On a affaire à des sources de rayonnement qui sont également extrêmement variées. Et je crois que c'est pour ça que dans l'étude en question, dont je suis d'ailleurs absolument pas le promoteur, comme ça a été écrit, moi j'en connaissais l'existence, mais j'en ai découvert les modalités lors du séminaire de mardi dernier. Donc dans cette étude ont été définis comme électro-hypersensibles les personnes qui se définissaient comme telles. Et je trouve que c'est, compte tenu de la complexité qu'il y aurait à donner une définition très précise, je trouve que c'est pas une mauvaise définition. Votre approche, votre définition à vous, Janine Le Calvez? Mais je pense qu'il y a des symptômes que l'on retrouve quand même de façon totalement récurrente chez les gens qui se plaignent de cette électrosensibilité. Oui. Alors, comme l'a dit Sophie Pelletier, il y a une gamme. Est-ce qu'on peut avoir quelques exemples, le plus fréquent, disons? Eh bien, écoutez, il y a les troubles du sommeil qui reviennent systématiquement, les maux de tête, les vertiges, les acouphènes, les troubles, l'irritation aussi, la nervosité. Je vois que l'Organisation mondiale de la santé parle de symptômes dermatologiques, comme des rougeurs ou des picotements. Il y a aussi effectivement les symptômes dermatologiques. Et alors, il y a quelque chose qui revient systématiquement et qui me semble intéressant parce que ce n'est pas dans le langage courant, c'est une très grande fatigue. Les gens disent on est plombé. Et on est plombé à tel point qu'une grande partie d'entre eux, quand même, ne peuvent plus travailler. Sophie Pelletier. Oui, je voudrais compléter en disant que ce qu'on constate, nous, dans les témoignages qu'on reçoit, c'est que les gens, en général, ont des petits symptômes avant-coureurs, et puis un beau jour, quasiment du jour au lendemain, on passe un seuil, en fait, et du jour au lendemain, on est vraiment très handicapé, et on a vraiment des gros problèmes. Donc après, on peut, heureusement, avoir des périodes de rémission. Nicolas Auman, bonsoir et bienvenue à vous aussi, Nicolas. Oui, merci pour la qualité de vos émissions, bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, j'ai travaillé pendant 10 ans dans la téléphonie mobile, c'est vrai que j'ai été soumis à des rayonnements électromagnétiques. Mais ce qui m'interpelle aujourd'hui, Parlez, s'il vous plaît, parlez un tout petit peu plus plus lentement qu'on puisse vous comprendre. Oui, merci. Okay. D'accord. Donc j'ai travaillé pendant 10 ans, voilà, et donc j'ai été soumis à des rayonnements électromagnétiques. Oui. Et ce qui m'interpelle aujourd'hui, c'est que lorsque mes collègues se connectent en Wi-Fi, sans que je le sache, je tiens à le préciser, je ressens des maux de tête et je me suis renseigné donc sur les symptômes liés à rayonnement électromagnétique et grosse fatigue, pareil, perte de concentration. D'où ma question, comment sait-on si on est diagnostiqué électrosensible? Donc est-ce qu'il y a des lieux pour se faire diagnostiquer? J'ai une deuxième question du coup dans la foulée. Si vous le voulez, vous la poserez. Restez en ligne simplement que on réponde à cette question qui revient très souvent. Madame Le Calvez m'a fait signe, peut-être le professeur Oringo voudra-t-il. Et puis c'est promis, on vous reprend à l'antenne, Madame Le Calvez. Oui, alors il y a très peu de lieux jusqu'à présent qui sont organisés pour accueillir les électro-hypersensibles. Le professeur Belpomme a ouvert il y a déjà plusieurs années une consultation pour les accueillir. Il y a quelques médecins qui travaillent autour de lui, mais effectivement, jusqu'à présent, il y a très peu de médecins qui prennent en charge cette pathologie. Juste, je voudrais revenir sur la question de la prévalence. Si vous permettez par courtoisie qu'on puisse... Il a une autre question avant qu'on lui réponde. Ah bon, pour les lieux où on peut le diagnostiquer, le professeur Oringo va répondre et ensuite vous aurez également la parole. Monsieur Oringo. Je voudrais dire que donc dans l'étude qui fait l'objet un peu de cette émission, il est prévu que 24 centres en France s'ouvrent dans des hôpitaux. C'est des centres qui collaborent entre eux et qui sont coordonnés à partir du service du professeur Chouda à Cochin, qui est un service de pathologie professionnelle et qui va ouvrir spécialement une consultation pour ces personnes électro-hypersensibles. Nicolas, vous êtes toujours là? Oui, tout à fait. Vous aviez une autre question? Oui, par rapport à l'environnement du travail. Donc aujourd'hui, dans les entreprises, on a un déploiement du Wi-Fi. Et comment fait-on aujourd'hui? Donc on parlait de risques. J'ai entendu au début peut-être maladie. Oui. Comment fait-on pour que la médecine du travail prenne en compte ce nouveau risque? Qui peut-être Sophie Pelletier? Oui, je voudrais d'abord répondre sur la première question, si vous le permettez. Le professeur Belpomme a mis en place des éléments de diagnostic objectifs. C'est des éléments de recherche. Ce qu'on reproche aujourd'hui à l'étude du professeur Chouda, c'est que malheureusement, on n'a aucun élément. Attendez, vous citez des gens comme ça, mais là, on ne parle pas de l'étude clinique qui va commencer.
Vous vous référez à des études précédentes? Oui, tout à fait. Ah, mais aujourd'hui, parce que vous citez des... oui, aujourd'hui, parce que ce que disait Janine Le Calvez, la consultation qui existe actuellement, c'est le professeur Dominique Bellepomme qui s'est intéressé au sujet et a développé des diagnostics à partir d'encéphaloscans, de certaines analyses biologiques. Par contre, l'étude du professeur Chouda aujourd'hui ne comprend pas d'éléments d'objectivation biologique. Et ça, c'est quelque chose qu'on reproche à cette étude-là. Dominique Gombert. Oui, sur la question qui a été posée concernant finalement l'exposition des professionnels, je crois qu'effectivement c'est un sujet extrêmement important. Et je crois qu'il faut distinguer à la fois les gens qui vont être des professionnels finalement des ondes, qui vont travailler sur des antennes, qui vont travailler dans la téléphonie mobile ou dans les radars ou sur des systèmes industriels et qui vont faire l'objet d'un suivi assez particulier parce qu'ils peuvent être exposés à des niveaux de champ assez importants. Et puis on a toute une frange aujourd'hui de professionnels qui se retrouvent exposés au développement de nouvelles technologies. Je pense au Wi-Fi notamment, mais il y en a d'autres qui se développent. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on manque d'informations sur la caractérisation des niveaux auxquels on peut être exposé pour ces professionnels de façon générale, mais aussi de façon générale pour la population, sur les lieux qui sont ouverts au public, pour savoir comment on est exposé au champ électromagnétique, à quel niveau, et comment finalement tout ça peut entrer dans le développement de telle ou telle pathologie particulière. Alors je vous donne tous les courriels qui nous arrivent, les uns comprennent, d'autres pas du tout, je vous les lis, vous allez répondre. Laurent à Beauvais, que sait-on scientifiquement parlant des causes de cette sensibilité extrême aux champs électromagnétiques? Le problème vient-il a priori des individus ou bien des instruments, des conducteurs, des appareils? Quentin à Roubaix, que répondez-vous à ceux qui considèrent que ces maladies sont d'ordre psychosomatique ou psychologique? Je vais en citer encore une. Claude à Saint-Dizier, est-il vrai ou faux que lors de tests à l'aveugle, les personnes hypersensibles n'ont pu dire avec exactitude si les émetteurs d'ondes auxquels elles étaient soumises étaient effectivement allumés ou éteints? 3 exemples des questions et vous allez les uns et les autres pouvoir répondre. Madame Le Calvez, si vous voulez commencer, puis Monsieur Rango, bien sûr, aura la parole. Oui, alors moi je voudrais revenir déjà sur les 3 défis finalement que nous pose cette. Vous voulez pas du tout répondre à... Si. Enfin bon. Je pense que ça rentre tout à fait dans la question. C'est que effectivement, pour le moment, on a encore à améliorer très très sensiblement la connaissance sur cette pathologie. Oui. Et au niveau de la description clinique, encore que ce soit là, sans doute qu'on ait avancé le plus. Et au niveau de quand elle apparaît, comment elle apparaît. Et au niveau de la compréhension des mécanismes qui sont en cause. Donc il y a 3 défis qui sont posés et qui intéressent et la recherche et la médecine. La première, c'est rechercher pour comprendre et soigner. La seconde, c'est gérer la situation actuelle. Il y a des gens qui sont malades, il va bien falloir là aussi les prendre en charge et les soulager. Donc là aussi, de recherche pour soulager. Et la troisième, c'est comment prévenir. C'est-à-dire, là aussi, on retombe sur la question de la prévalence, c'est-à-dire comment éviter... Comment prévenir dès lors qu'on en saura plus sur les causes, le diagnostic, etc. Donc, de ce point de vue-là, donc, je dirais que la recherche, elle est à la base de tout. Et ce qui semble, c'est que la recherche qui va être lancée actuellement, elle ne répond pas à ces 3 défis. La question de Claude à Saint-Dizier, pardonnez-moi, j'insiste, mais elle vient plusieurs fois. Est-ce qu'il est vrai ou pas qu'il y a eu des sortes de tests à l'aveugle dans lesquels les personnes étant censées être électrosensibles n'ont pas pu dire si effectivement elles étaient soumises ou pas? Dans le cadre de cette expérience à des ondes, c'est vrai ou c'est faux? Vous voulez répondre, Sophie Pelletier? Vous me faites signe? Oui, on a par exemple une étude néerlandaise qui s'appelle TNO où effectivement il y a eu des choses de fait et des éléments ont été trouvés sur l'UMTS. Qu'est-ce que c'est, en termes de bien l'UMTS? c'est la 3G en fait. Oui, d'accord. Les téléphones 3G. Oui, d'accord. Donc sur le bien-être, donc tous les personnes électrosensibles et non électrosensibles ont ressenti une baisse de leur bien-être avec plus de symptômes au niveau des personnes électrosensibles. Par contre, elle a été répliquée et là on ne trouve plus. Mais là on commence à rentrer dans la difficulté de la réplication des études qui peuvent être là, comme c'est le cas de l'étude de réplication qui n'a pas trouvé d'effet, financée par l'industrie, avec des protocoles d'expérimentation qui sont... que vous estimez douteux Voilà, tout à fait, sur lesquels on souhaiterait avoir une explication. Ok, d'accord. Et c'est là-dessus qu'on a demandé à l'ANSES de pouvoir travailler, et je pense qu'on va
va aller dans ce sens-là. Professeur André Orango. Écoutez, moi je pense que là il s'agit d'un point de clivage très très clair entre ce que disent les autres, nos interlocutrices, et la réalité, si vous voulez, c'est que dans ce dossier, il y a plus de 20 ans de recherche. Donc on ne peut pas dire que c'est un sujet dans lequel on débarque en ne sachant rien. Dans ces 20 ans de recherche, il y a eu non pas une, mais 46 études de provocation en double aveugle. Aucune de ces études n'a montré que quelqu'un était capable de différencier un dispositif éteint d'un dispositif allumé. Alors, on ne leur demandait pas toujours sous cette forme-là, mais on relevait par exemple les signes qu'ils ressentaient quand le dispositif était éteint ou allumé, et ce en double aveugle, c'est-à-dire que la personne évidemment ne le savait pas, et les personnes qui faisaient l'expérience ne le savaient pas non plus. Il n'y a pas de lien entre les signes que ressentent les personnes et le fait qu'un dispositif soit allumé ou éteint. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quelque chose de très important, c'est quelle est la validité des études. Eh bien, une étude sur ce sujet, et en science, c'est quelque chose de général, il faut que ça puisse être repliqué. Si c'est un résultat qui a été trouvé une fois et que l'on ne retrouve plus après, c'est un résultat qui scientifiquement n'existe pas. Donc je pense que la réplication, c'est quelque chose de très important. Et il y a véritablement une convergence sur ce sujet. Ça va jusqu'à si vous voulez, des phénomènes comme ce qui s'est passé à Saint-Cloud, par exemple, où c'était tout le quartier qui était malade depuis l'installation d'antennes, et en réalité, on s'est aperçu ensuite que ces antennes n'avaient jamais été branchées. Donc ça veut dire qu'on peut être suggéré par le fait d'être devant un dispositif émetteur. Voilà. Dominique Gombert et ensuite Jeannine Le Calvez qui voudra à nouveau la parole. Ouais, la question est spectaculaire parce qu'effectivement, si les gens ne savent pas distinguer, a priori on peut dire que donc du coup ça porte finalement question quant aux symptômes qui pourraient être ressentis. Je pense que c'est pas vraiment la question dans tous les cas, parce que derrière tout ça, on voit bien que ce sont des phénomènes potentiellement qui peuvent être extrêmement complexes et qui peuvent se déclencher dans certaines conditions d'exposition. Et donc, je pense que cette question-là, certes, est importante, mais c'est pas la clé de l'affaire. Dans tous les cas, elle symbolise bien le fait que sur la question de la téléphonie mobile en général, des hypersensibles, mais pas seulement, on est sur un sujet qui est extrêmement débattu, où vous allez avoir effectivement des interlocuteurs qui vont se renvoyer des études finalement en disant mais la mienne démontre que, la mienne ne démontre pas que. Et à un moment donné, pour tout un tas de raisons qui sont liées à la complexité des mécanismes, à la subtilité des mécanismes, à la façon dont on est exposé et à la façon dont les expositions évoluent, on n'est plus exposé aujourd'hui à la téléphonie mobile comme il y a 10 ans, ni même comme on le sera dans 5 ans. On se rend bien compte que tout ça est à prendre en compte et que c'est extrêmement subtil, et c'est tout le cœur de l'expertise pour essayer de faire avancer les choses. Madame Le Calvez, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, bien évidemment, la réalité de M. Orango n'est pas notre réalité. Non, mais ça, on l'a bien compris. Et vous êtes là tous les deux pour ça. Oui, mais justement, je pense qu'il a parlé de la réalité. Je pense que... qui n'était pas la vôtre, manifestement. Mais ça fait très longtemps que les réalités de M. Orango, d'ailleurs, et pas seulement sur ce sujet, ne sont pas les nôtres. Ça fait très longtemps aussi que... on conteste certains liens qu'il peut avoir avec les milieux industriels. Donc, de ce point de vue-là, on est très au clair. Alors, sur le problème de la réplication, moi, je trouve qu'effectivement, c'est la réplication, c'est-à-dire le fait de quand on reproduire une expérience, d'accord. Donc, normalement, avec le même protocole. Là, ce qui a été fait par rapport à TNO et dont a parlé Sophie Pelletier en Suisse, ce n'était pas une vraie réplication puisque c'était pas le même protocole. Mais alors, la réplication, c'est vrai que c'est une bonne chose, mais encore faut-il faire très attention à la façon dont elle est faite. Parce que ce que font les industriels, quand il y a un résultat d'étude des gènes, ils en financent une autre. Et là, la réplication va contester le premier résultat. Et comme ça, ce sera 50-50 et on dira, on ne sait pas. Et quand on ne sait pas, ça devrait être favorable à la question de santé publique. Quand on ne sait pas, ça devrait nous être favorable au niveau de la protection. Or, quand on ne sait pas, on ne fait rien. Et c'est là que vraiment, moi, je conteste totalement ces choses-là. Par rapport maintenant aux protocoles qui ont été utilisés pour les doubles aveugles. On n'oublie pas, si vous le permettez, les auditeurs qui d'ailleurs vont, pour certains, dans votre sens. Mais c'est un peu la règle du jeu ici, madame. Aux protocoles qui ont été utilisés en double aveugle, je crois que les électrosensibles
ont réussi à démontrer, je pense qu'ils ont réussi à convaincre, en tout cas l'agence d'expertise, que ça pouvait être fait autrement, ont réussi à démontrer que ces protocoles n'étaient pas adaptés à leurs problèmes. C'est-à-dire qu'il y a un temps de latence pour l'apparition des symptômes et il y a un temps de latence pour la disparition de ces symptômes. Or, les protocoles utilisés ne tiennent pas compte de ces temps de latence. Et donc, effectivement, on n'observe rien. Je lisais 3 courriels, disons, d'internautes qui étaient plutôt sceptiques. Bon, je vais en lire un autre. Personnellement, je l'aime bien. Ça fait référence à l'actualité. C'est Jean-Louis à Paris. Il y a tout de même, et j'ai plusieurs messages qui vont en ce sens aussi, il y a tout de même une simple réflexion qui me semble du domaine du bon sens. Quand on voit le temps qu'il a fallu face aux lobbies pour faire admettre pêle-mêle que le tabac et l'alcool sont dangereux, que de même que l'amiante, alors il cite aussi l'excès du sucre ou encore la vitesse, et qu'il y a encore tant de réactionnaires qui ne veulent rien savoir, y compris avec la ceinture de sécurité en voiture, on peut penser qu'il pourrait, je dis bien pourrait, en aller de même avec les ondes émanant des antennes. Et il ajoute je ne suis pas électrosensible, tout juste un peu politico-sensible en ce moment, ça me démange, mais je me soigne. Merci pour votre courriel, Jean-Louis. On voit bien ce qu'ils veulent dire. On a mis du temps. C'est vrai que l'amiante, ici même, à ce micro, ne parlant même pas du sang contaminé, au tout départ, personne n'y croyait. Y a-t-il... oui, si j'ai bien compris, il y a un argument d'ordre scientifique qui est qu'il y a déjà eu beaucoup d'études ou d'expérimentations, Monsieur Oringo. D'abord, je voudrais réagir à ce qu'a dit Monsieur Gombert tout à l'heure. Moi, je suis médecin. Je m'occupe de maladies de la thyroïde, pas d'électro-hypersensibilité, mais je sais que quand j'ai une personne qui est malade, quand une personne souffre, il est important de savoir de façon précise quelle est la cause de cette souffrance. Et là, je pense qu'on fait un faux diagnostic, tout simplement, et que le vrai diagnostic, si on peut parler de vrai diagnostic, disons que les pistes qui sont, du point de vue thérapeutique, à mon avis, les plus prometteuses, doivent passer déjà par la prise en compte d'un certain nombre d'éléments qui sont suffisamment répliqués, suffisamment généraux pour pouvoir être admis. On dit effectivement que certaines personnes ne ressentent les effets désagréables qu'au bout d'un temps. Bon, alors ça a été étudié, on considère, d'après les enquêtes qui ont été faites chez les électro-hypersensibles, que 50% d'entre eux ressentent les signes au bout de quelques minutes. Il y a eu des études spécifiques qui ont été faites avec des personnes qui disaient qu'ils ressentaient les troubles assez rapidement. Eh bien, chez ceux-là non plus, il n'y avait aucune différence entre les dispositifs allumés et les dispositifs éteints. Alors, il y a 46 études, il y a des avis convergents de l'OMS, du Conseil scientifique de la Communauté européenne, de l'AFSET, avec un excellent rapport en 2009, également des académies. Alors, je ne sais pas, il y a un moment où on dit, bon, ben voilà, on arrête, quoi. Bon. Sophie Pelletier. Oui, déjà, on n'arrête pas. Et puis, moi, je voudrais revenir sur l'argument de dire on n'a pas d'études qui montrent des effets, etc. Déjà, d'une part, on a un consensus scientifique sur le fait qu'on a des effets biologiques aussi bien sur l'animal, in vitro, in vivo, et sur l'être humain. Par contre, il n'y a pas de consensus sur le fait que ça peut générer des effets de santé. Mais aujourd'hui, quand on a d'une part, d'un côté, des effets biologiques et d'autre part, des gens qui viennent en disant « moi je suis malade et j'ai, par mon expérience aujourd'hui, trouvé la cause », on ne peut pas continuer éternellement comme ça. Je voudrais aussi ajouter là que c'est exactement la même chose que l'on voit sur la chimico-sensibilité sur laquelle le professeur Chouda a beaucoup plus travaillé. Moi, je m'étonne aujourd'hui qu'on voit une étude de salariés à Tunis sur ce sujet de la chimico-sensibilité qui tente à prouver qu'il y a effectivement un problème et que cette étude paraisse dans une revue qui est dirigée par le professeur Chouda et qu'on n'en tient pas compte. Pardonnez-moi, mais vous citez des scientifiques, des professeurs, des études. Très honnêtement, les gens qui nous écoutent... Le professeur qui lance l'étude... Oui, je sais, on l'a appelé, on l'a convié, il n'est pas venu. C'est son problème. Mais enfin, je veux dire, encore une fois, je me permets d'être un peu l'intermédiaire des auditeurs qui ne comprennent pas des références, etc. Vous avez devant vous, mais on ne fait pas de télé, on fait de la radio, un studio qui doit faire 500 pages. Moi, mon rôle, c'est d'essayer de faire comprendre un peu les choses. On va repasser au standard. Gilbert, vous êtes à Romans, dans la Drôme. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous aviez des questions concrètes, je crois, à poser.
Absolument. Je voulais simplement dire dans un premier temps que je félicite France Inter de faire passer une émission comme ça à 1 heure de grande écoute et qu'il faudra la renouveler souvent. C'est justement à propos des informations qu'il conviendrait de faire passer dans le public. À ce propos, je conteste quand même l'expérience de double aveugle, car il est évident que si on l'a dressé pour la chimico-sensibilité, et pour moi l'électrosensibilité dont dans l'association on s'occupe, on voit bien qu'il y a des liens très très pendant, on ne le ferait pas pour la chimico-sensibilité. Donc ma question, c'est observer qu'il y a très peu d'informations fiables, et surtout on s'aperçoit que beaucoup d'informations sont cachées. Par exemple, l'existence on le sait, de zones à mauvaise réception fait que, naturellement, il faudrait informer ce qui se passe dans ces zones. Donc, on trouve sur le site du ministère des informations, si on le veut bien les chercher, disant que il faut éviter de téléphoner. Alors, on précise effectivement dans les voitures, dans les trains et dans d'autres cas. Cette information cache deux choses. D'une part, la puissance reçue par la personne qui vient, et ça, le DAS, c'est un peu particulier, le précise clairement, mais évidemment, tous ceux qui sont dans le voisinage mériteraient d'être informés qu'eux aussi reçoivent ces rayonnements. D'autre part, on assiste actuellement à ce qu'un rayonnement qui est du même type, hyperfréquence, le Wi-Fi, soit un rayonnement par défaut. Le résultat, c'est que les hotspots Wi-Fi, le Wi-Fi activé sur les ordinateurs, etc., est permanent. Et nous qui nous rencontrons, les premiers prenant en charge les premiers électrosensibles, on a beaucoup de mal à se faire comprendre au départ. Parce que ça, c'est vrai, pas. Vous avez beaucoup de mal à faire comprendre. Bon, dont acte, Dominique Gombert. Oui, je crois que la question renvoie au fait au besoin de connaissances encore. Clairement, je pense que l'histoire n'est pas finie. Il y a un grand besoin d'expertise, il y a un besoin de recherche qui peut être financé en France, à l'étranger. Toutes les grandes agences sanitaires travaillent sur ces questions-là. L'OMS y travaille, le CIRC y travaille. On a besoin de tout ça. Pourquoi ? Parce qu'on est en face aussi d'une technologie qui évolue extrêmement rapidement, avec une diffusion et une évolution extrêmement notable de la façon dont on est exposé, à la fois, je dirais, à l'extérieur, mais à la fois à l'intérieur. Et tout ça renvoie de plus, finalement, à une problématique scientifique qui est extrêmement complexe, on le voit. Et donc, plus que jamais, il y a besoin de recherche et d'expertise sur ces questions-là pour pouvoir accompagner le développement de ces technologies. Des courriels très concrets. Guy, à Paris, que faudrait-il faire ? Que réclament les représentants des électrosensibles? Par exemple, faudrait-il interdire les téléphones? Je ne vais pas jusque-là, mais j'aimerais comprendre. Qui veut répondre? Que demandez-vous concrètement? Que faudrait-il faire de votre point de vue? Peut-être Sophie Pelletier? Oui, ce qu'on souhaiterait, c'est sortir des études partisane, parce qu'aujourd'hui on a affaire à une étude partisane, et parce que ces études-là conduisent à laisser des gens dans des situations inextricables. Donc on a vraiment des problèmes avec des gens qui sont dans des situations dramatiques. Et également, en faisant cela, on prend la responsabilité d'avoir des nouveaux cas qui apparaissent tous les jours. Donc là, ça nous paraît être vraiment un problème. Donc interdire, changer les normes concernant les antennes relais, je ne sais pas, enfin... oui, Madame Le Calvez, peut-être. Nous c'est le titre de notre association. C'est pour une réglementation. Alors d'abord, on était effectivement complètement spécialisés sur les antennes relais. En fait, on s'est élargi à l'ensemble des radiofréquences. Effectivement, je pense qu'il faut absolument, c'est ce que disait l'avis de l'AFSET, c'était réduire les expositions. Parce qu'en réduisant tous les gens qui aujourd'hui se plaignent d'électrosensibilité sont des gens qui, à un moment ou à un autre, ont été fortement exposés. Autre question, si vous le permettez, qui revient souvent. Aude, comment se protéger des ondes électromagnétiques? Ou encore Marie-Françoise dans le Cher, existe-t-il du matériel pour soulager les électrosensibles? Alors, à supposer qu'effectivement, on ne remet pas les choses en cause, les symptômes soient réels, à vos adhérents, que leur conseillez-vous? Madame Pelletier. Oui, déjà de supprimer chez eux ce qui peut être toute technologie sans fil, parce que les gens ne savent pas. Le Wi-Fi, par notamment, exemple, le Wi-Fi, les téléphones fixes sans fil, on ne sait pas que ça émet en permanence, même quand on ne téléphone pas, pour la
quasiment la majorité des appareils. Les lampes fluocompactes également sont un problème pour les électrosensibles. Voilà, déjà se protéger, enfin voilà, ne pas se polluer. Et puis après, ce qui vient de l'extérieur, là, ça devient beaucoup plus délicat. Donc il y a effectivement des matériaux avec plus ou moins d'efficacité. Pour l'intérieur, toujours, encore une question concrète, Titouan près de Rennes. Certains appareils ménagers comme les cuisinières à induction peuvent être, c'est en tout cas ce que j'ai lu, entraîner des troubles chez les personnes sujettes à une hypersensibilité. Ça s'est vu, enfin, à votre connaissance, les associations Madame Certaines Pétier personnes sont sensibles aux 50 Hz, enfin, ce qui est branché sur le secteur, et les inductions également. On réduit souvent effectivement la question de l'hypersensibilité à la téléphonie mobile. Je crois que c'est d'abord lié à des champs électromagnétiques. Dès qu'il y a un courant qui circule, il y a des champs électromagnétiques. Ça peut être la téléphonie mobile, ça peut être le courant sur le secteur, ça peut être dans la cuisine, ça peut être à la maison, ça peut être à l'extérieur, bien évidemment. Oui, sauf qu'elle s'est développée. Madame Le Le Calvez. problème s'est développé, le syndrome s'est développé dans la population avec l'apparition des radiofréquences, qui effectivement on crée une sensibilité aux extrêmement basses fréquences aussi chez beaucoup d'individus. Mais je pense que c'est du coup la question de la combinaison. Actuellement, on vit dans un électrosmog de plus en plus complexe. Et de même qu'on parle de cocktails chimiques, au niveau des pollutions chimiques, je pense que peut-être qu'il va falloir parler de cocktails physiques au niveau des pollutions physiques. Monsieur Ringot. Moi, je pense quand même que en attribuant directement au champ électromagnétique contre finalement un corpus d'expériences, de connaissances accumulées depuis des années, en réalité, on risque très très fort d'aggraver les problèmes, je dirais, de rupture sociale auxquels ces personnes sont soumises. L'objectif, c'est, si on envisage une thérapeutique efficace, c'est que des gens puissent retrouver une vie normale et avoir, je dirais, apprivoisé leur rapport avec et apaiser leur rapport avec les champs électromagnétiques. Ça, c'est l'objectif. L'objectif, c'est pas de les faire vivre dans un environnement protégé dont ils pourront pas sortir ou tels qu'ils iront faire leurs courses en faisant des zigzags pour échapper aux antennes. Et donc, je pense qu'il y a là un véritable débat, et c'est ça qui est important, si vous voulez, et c'est ça que se propose. Moi, je défends pas cette étude, je trouve pas que ce soit l'étude du siècle, je trouve que c'est une étude pour commencer, voilà, qui va permettre d'avancer, de poser un certain nombre de jalons et d'aller plus loin, quitte à refinancer une autre étude, etc., etc. Ok. Mais je pense que c'est une démarche thérapeutique qui est intéressante parce qu'elle se propose de véritablement aller à la source du problème. Comme le temps passe, j'essaie de prendre un peu les questions non abordées. Beaucoup d'internautes disent mais pourquoi manifestement d'autres pays voisins du même niveau de développement technologique, etc., ont, semble-t-il, des attitudes, disons, plus rigoureuses qu'on en a en France. Je crois, Jean-Loïc, qui est à Bourg-Saint-Maurice, que c'est le sens de votre question. Bonsoir d'abord. Bonsoir, oui. Donc la Suède, elle, a reconnu l'hyper-électrosensibilité comme pathologie. Donc ils sont quand même appuyés sur certaines études. Donc pourquoi la France ne contacte pas la Suède pour obtenir ces études? Ça permettrait peut-être d'éviter de faire des études orientées. Alors, pourquoi la Suède, pas la France? Oui, vous avez la réponse, Madame Le Calvez. Juste une chose d'abord, c'est que la Suède a reconnu l'électro-hypersensibilité comme un handicap, avec tout l'accompagnement social lié à ce handicap, et qui permet effectivement aux Suédois d'en bénéficier. Alors, pourquoi la France? C'est que, il n'y a pas seulement la France qui ne reconnaît pas l'électro-hypersensibilité comme un handicap, hélas. J'ai coutume de dire qu'il n'y a pas beaucoup de pays vertueux sur ces questions-là. Quand il y a des lobbies puissants en face, c'est une question de lobby. Non, mais je pense que les lobbies, le problème est complexe. Je suis assez d'accord avec Dominique Gombert, le problème est complexe. Et c'est vrai que les lobbies ont tendance à freiner la reconnaissance des problèmes. Là, ce qu'a proposé le professeur Orango, c'est finalement un postulat de principe. A priori, ce n'est pas les champs électromagnétiques, donc ces gens-là, il faut les réhabituer à être exposés. Ces gens-là ne supportent pas l'exposition aux champs électromagnétiques. Monsieur Alors donc, c'est un vrai problème. Vous êtes... non. Non, je voudrais simplement faire une remarque sur la Suède. Reconnaître les
personnes comme handicapées, c'est une évidence, mais même en France, c'est possible, et même de les avoir en maladie longue durée, etc. Donc, c'est pas des gens qui sont du tout laissés pour compte. Je voulais simplement dire que la Suède, en 2009, a publié avec les autorités finlandaises, norvégiennes, danoises et islandaises une déclaration commune en disant que, ils reprennent les conclusions de l'OMS selon lesquelles il n'y a pas de fondement scientifique permettant de relier les symptômes de l'électrohypersensibilité à un champ électromagnétique. Voilà, donc les Suédois ont reconnu effectivement, et je pense qu'ils ont parfaitement eu raison, le fait qu'il pouvait y avoir un handicap très grave, très très grave, mais n'ont pas pour autant donné accord au fait de le relier directement au champ électromagnétique. Il nous reste 2 minutes, un aspect qu'on n'a pas encore abordé. Moustapha, vous êtes à Toulouse, je crois, avez-vous dit au Standard à l'instant, évoquer les lignes à haute tension, c'est cela? Oui, tout à fait. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci pour cette émission. Donc ma question est simple. Elle concerne donc quels sont les risques des champs électromagnétiques générés par les lignes électriques de haute tension sur la population qui vit à proximité de ces lignes de haute tension. Je vous en prie, Dominique Gombert, on a le temps de prendre 2 heures. Monsieur Gombert. Là, je pense qu'on fait référence à des troubles qui ne sont pas de même nature que l'hypersensibilité. En particulier, il y a un débat important autour de la question des leucémies chez l'enfant, avec un certain nombre d'études épidémiologiques qui les ont pointées de façon assez convergente. Donc pour les gens qui habiteraient de façon extrêmement proche de ces lignes à haute tension. Vous avez la parole, il nous reste 30 secondes, Madame Le Calvez, sur les lignes à haute tension. Je voudrais quand même revenir sur cette fameuse étude qui a été à la base de cette émission, parce que il est un peu tard. Elle ne va hélas pas du tout répondre à la question du lien de causalité. Il eût été intéressant d'en parler au début. Écoutez, c'est ce que nous avons essayé de faire. Vous n'y croyez pas du tout. Vous pensez véritablement que cette étude clinique n'apportera rien, quel qu'en soit le... Non, parce que la description des symptômes, elle est en grande partie déjà faite. Donc, elle va nous faire de la... en plus, on aura un peu de dosimétrie avec des appareils qui ne sont pas fiables. Et c'est tout. Aucun aspect objectivant. Donc, merci à tous. Il va être 20h dans quelques instants. Demain soir, au téléphone sonne. L'Europe, la Grèce, l'euro, les marchés dans la campagne présidentielle, avec les représentants des 2 fronts, Front de gauche et Front national, si je puis dire, électrosensibles, s'abstenir. Merci à tous. Bonsoir. À demain. C'était le téléphone sonne, une émission dirigée par Alain Bédoué.